Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 octobre 2021 et vous assistez à un direct, un Facebook en direct avec l'auteur Pierre Schneider ainsi que son éditeur Louis Trudeau des éditions du Mont-Royal. Les éditions du Mont-Royal. Alors, je vous montre le livre à l'écran, voyez. Et je vais tout de suite céder la parole à Pierre-Louis qui va vous dire un petit mot. Alors, bonsoir. Le livre que Bruno vient d'exhiber, c'est pas le récit seulement d'une anecdote, malgré son titre. Il faut bien comprendre que si c'était une anecdote, elle serait passablement longue. Et l'anecdote ne gagnait certainement pas un trophée ou un festival de l'humour, ça je peux vous l'assurer. Ou alors, ça serait un humour assez sombre, si on peut dire, parce qu'il s'agit aussi, en plus d'une histoire historique, c'est une histoire qui est tragique dans un certain sens. C'est en fait 10 années de l'histoire du Québec et c'est l'histoire aussi d'une étoile filante de l'époque qui était Daniel Johnson. C'est un premier ministre que personne n'attendrait jusque-là. En tout cas, sûrement pas un premier ministre plus souverainiste que certains de ses successeurs. À cet égard, je connais assez bien, je vais dire quelque chose là, qui va peut-être avoir un certain retentissement, je connais assez bien les frères Johnson, surtout Marc, qui était un de mes bons copains de collège, à l'époque où leur père devenait chef de l'Union nationale. Malgré, et ça Pierre pourra le confirmer, malgré les demandes répétées de Pierre, aucun des deux frères Johnson n'a collaboré au livre en progrès et par la suite n'a voulu, semble-t-il, consulter le manuscrit. S'il savait à quel point ce livre traduit toute l'admiration de son auteur, envers Daniel Johnson, il n'hésiterait certainement pas à confirmer publiquement les faits que Pierre expose sur le contexte de son décès. Et quand je dis admiration, c'est un vocable objectif que j'emploie et non pas subjectif. Il s'agit certainement de... C'est pas un panégyrique cette histoire-là, c'est certainement en tout cas une réflexion très objective sur le rôle qu'a joué Daniel Johnson et qu'il aurait pu jouer dans le futur, qui aurait mené à quelque chose qu'on n'a pas connu encore, mais qu'on aurait pu connaître, qui aurait pu faire dévier la politique québécoise de la façon que Pierre l'explique. Suggestion donc à Bruno. Moi, je lui suggère qu'il invite Marc, surtout lui, Marc Johnson, au livre Voyageur, c'est-à-dire ici. Un de ces jours, on pourrait l'envoyer chercher un taxi s'il veut, totalement incognito et qu'il ne mette pas de note de ce rendez-vous dans son agenda pour être bien sûr que ce soit secret. Et je m'offre d'être du rendez-vous et d'être l'invité surprise à cette occasion-là. Alors, celui qui répondait alors au prénom plus simple de Marc pourrait nous dire les raisons de son silence sur la question. Je ne parle que de ça. Il s'agit probablement de l'anecdote du livre. Ce n'est pas le livre, Pierre va vous l'expliquer. Ce n'est pas le livre, mais c'est certainement un point important, un pivot de l'histoire qu'il raconte, l'histoire vraie qu'il raconte dans son livre. Alors, je pense que simplement ce fait, ce signalement du rôle qu'auraient pu jouer les frères Johnson dans l'enquête de Pierre aurait pu certainement soit confirmer, soit infirmer ce qui se passait, mais aurait été utile. Alors, je fais l'invitation et peut-être que Bruno pourra suivre cette invitation. Ce serait intéressant d'entendre les frères Johnson expliquer ce qui s'est passé à l'époque ou ce qu'ils en savent. Peut-être leur faire parvenir l'exemplaire. Ben, il faudra peut-être. Si vous connaissez son adresse. Voilà, ça moi, je vais courir après poursuite. Il n'y aura pas de poursuite là-dessus. Mais une chose. En tout cas, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, Pierre, et je pense que tu vas pouvoir en dire beaucoup plus long que ce que j'en dis à ce sujet-là, mais je crois que c'est un point intéressant. Je le dis pour simplement signaler que ce livre n'est pas qu'une anecdote, c'est l'histoire
d'une période importante du Québec. Et à cet égard, je pense que pour ça et pour la couverture de cette période-là, je pense que le livre vaut certainement son pesant d'or. Alors, Pierre, si tu veux élaborer davantage, je suis certain que tu vas le faire de façon beaucoup plus précise que moi. Bonsoir, je suis Pierre Schneider, je suis l'auteur de La République assassinée de Daniel Johnson. Je tiens à préciser au départ que le livre ne porte pas uniquement, loin de là, sur Daniel Johnson, l'ancien premier ministre du Québec, dont la mort en septembre 68 à l'Amérique a toujours été jugé suspect par les investigations que moi j'ai faites depuis longtemps. Évidemment, j'ai aucune preuve qu'il a été assassiné, mais son projet de république l'a été. Et puis ça, on l'a toujours caché. Comme le rapport d'autopsie, moi j'ai demandé à plusieurs reprises, on a dit à l'Assemblée nationale que ça n'existait pas. Il y a un historien du Septentrion, il est nommé Gaston Deschênes, qui a travaillé à l'Assemblée nationale et qui a publié il y a 1 an, il dit oui, il y a eu une autopsie devant tel policier. Et puis, il y a eu un communiqué. Mais le communiqué, là, ils l'ont caché parce que moi, je l'ai cherché en tabarnak. OK? En tout cas. Puis, moi, j'ai répondu, avez-vous des analyses toxicologiques? Parce que moi, je pense qu'il a été empoisonné. Non. Jamais personne m'a donné d'analyse toxicologique. Pour ce qui est des frères Johnson, je l'ai écrit dans le livre. Paul Desmarais, l'enfant de chienne. Paul Desmarais, Power Corporation, j'ai pas peur de dire. Paul Desmarais a harcelé Daniel Johnson jusque sur son lit de mort. Il l'a harcelé dans Charlevoix. Il l'a harcelé à Montebello, où il était allé se cacher, Daniel Johnson, pour avoir la paix. Il l'a harcelé à Hawaï, en compagnie de ses fils. Puis là, il a dit à Daniel Johnson, quand il a fait signer un texte pour y tordre le bras, là, qu'il n'y aurait pas d'indépendance parce que ça serait une muraille de Chine alentour du Québec, parce qu'il menaçait là, tous ses financiers d'affamer le Québec. Daniel Johnson a signé à contre-cœur, puis il l'a regretté par la suite. Mais là, à ce moment-là, l'enfant de chienne de Desmarais, il dit, si tu signes ça, mon Daniel, moi, je vais m'occuper de tes fils, Daniel et Pierre-Marc, jusqu'à la fin de leur jour. Ben, écoutez ça. Daniel Johnson, par la suite, est devenu vice-président de Power Corporation et chef du Parti libéral. Pierre-Marc Johnson a des contrats, a eu des gros contrats, des millions de dollars du Parti libéral du Québec. OK? Tirez-en vos conclusions. Pour revenir au livre, quand je dis que ce n'est pas seulement sur Daniel Johnson, je parle également beaucoup de faits cachés sur le FLQ. Moi, j'en ai été membre, je sais de quoi je parle, et j'ai réalisé, je ne savais pas ça à l'époque, là. À l'époque, on voulait faire la révolution, on voulait accélérer le processus historique vers l'indépendance, on voulait réveiller le peuple québécois qui est endormi. Ça, on a réussi, ça prenait un électrochoc, puis on leur a donné, croyez-moi. Et puis moi, je n'ai jamais rien regretté, hein, même si j'ai été emprisonné pour ça. Non, jamais. Mais je veux dire, je parle du FLQ parce que j'ai réalisé à travers mes recherches le mouvement à laquelle j'ai consacré une partie de ma vie, de ma jeunesse, là, derrière des barreaux, dans une prison infecte à Saint-Vincent-de-Paul, là. Tu sais, les anciennes prisons avec des numéros. Tu travaillais sur la chain, ça, là, comme dans le film, là. Pas chain, ça, la chain gang, comme dans le film de Stephen King, là. C'était comme ça. En tout cas, j'ai réalisé à travers les années, à travers mes recherches, que tout le mouvement indépendant, tu sais, je ne parle pas seulement du FLQ, là, avait été infiltré et manipulé par des forces plus puissantes pour qui l'idée d'indépendance du Québec était trop dérangeante. Et l'apogée de ça, c'est quand De Gaulle est venu offrir à Daniel Johnson de l'aider dans son projet de république en finançant la République du Québec via l'uranium. En tout cas, j'ai tous les détails dans mon livre. Là, c'était dangereux. De Gaulle venait de se retirer de l'OTAN. Alors, mon livre, là, il va au-delà de tout ce qui a été écrit
jusqu'à maintenant sur la FLQ. Mes amis Louis Fournier, puis Robert Comeau, puis tout ça, là, eux autres, ils s'en tiennent à des rapports policiers, puis des commissions d'enquête édentées. Bidon, bidon, bidon. Moi, je vous dis, là, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller voir en géopolitique. Les services secrets, là, Parizeau y croyait, lui, mais il y en a bien qui rient de ça. Mais ça existe et c'est très efficace. Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre, La République assassinée de Daniel Johnson. Ouf! OK. Des questions? Incroyable. François, Incroyable. Ben, je suis Ça un va. peu tu coupé. peux t'approcher s'il y a le micro. Bon, alors t'articules, moi je vais t'en poser une. Pierre. OK. Passe la Ok. glace, OK. Bruno. Le fil conducteur de ton livre, m'enlever mon masque. Le fil conducteur de ton livre, ça commence par ton adhésion au FLQ? Comment tu as été membre du FLQ? Non? Est-ce que. Oui, ben je commence par... Oui, je commence par les années Comment tu es 68. devenu indépendantiste? Puis après ça, ben, parce que mon livre est construit d'une façon qui n'est pas linéaire, tu sais. D'accord. Je saute d'une période à l'autre pour que ça soit ennuyeux pour le lecteur. Il y a un critique cette semaine qui écrivait ça se lisait comme un roman policier, tu sais. D'accord, d'accord. Mais je parle beaucoup de... Je parle de mon expérience du FLQ. J'avais déjà raconté, mais là, je l'ai résumé. Puis je l'ai raconté dans d'autres livres précédemment. Et je parle de ceux qui m'entouraient et dont j'ai eu connaissance qu'ils étaient connus de la police, ils étaient filés par la police et que la police savait tout ce qu'on faisait. Moi, Michael McLaughlin, qui est un journaliste d'enquête canadien-anglais, qui a travaillé beaucoup sur l'histoire de l'assassinat de Mario Bachand à Paris. Michael McLaughlin m'a montré, lui est allé faire des recherches intenses à Ottawa. Il a eu accès à des rapports confidentiels, déclassifiés de la GRC. Il m'a montré, noir sur blanc, des rapports de filature où moi, Mario Bachand, on était filés au moment où on posait des gestes criminels, câlisse. Alors, ça, c'est de l'entrapment, ça. Tu sais, on était fourrés à l'os. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu pourrais juger que les autorités fédérales, j'ai cru comprendre aussi que les Américains étaient dans le coup aussi. Que la CIA était dans le coup. Oui, la CIA, d'ailleurs, c'était connu. Pour le PQ, il y avait la CIA. Tout le monde qui était au courant de ce qui se passait à Montréal savait qu'il y avait plusieurs agents de la CIA. J'en nomme plusieurs. Je donne le nombre qui a été augmenté par la suite. Et ça, j'ai des faits véridiques. Là, je donne des noms. Il y en avait un qui était attaché à René Lévesque, puis il y en a un autre là. Et puis, pour la FLQ, il y en avait un bureau sur la rue Mont-Royal. Je donne des faits. Oui. Oui, ben, on peut rappeler aussi, si vous permettez, l'implication de la CIA, et ça aussi, ça a été prouvé, ça a été démontré, qu'ils ont fait des expériences sur des Québécois, des expériences de cobayes avec Penfield, le docteur Ouais. Penfield, à qui on a administré des doses de LSD. Ouais. Ça, c'est pas... fait que le rôle de la CIA dans les affaires internes du Québec est avéré et démontré, bon, à la fois sans doute par ton livre, mais par d'autres événements comme celui Ben, de Bruno, j'en l'implication parle justement de ça. l'Université McGill, par Le exemple. Québec, pour la CIA, ils l'ont fait à Allen Memorial. Oui. Le Québec, c'était un laboratoire de recherche Ben voilà. pour leur projet. Il y avait le Québec, le Chili et un autre pays dont le nom m'échappe. J'ai des petits blancs de mémoire des fois. Nous étions un laboratoire de recherche. Comment mater tout mouvement qui voulait son indépendance, qui voulait s'affranchir de l'impérialisme américain, anglais, et etc. Alors, Alors, le laboratoire en question, Ouais. on y enseignait comment mater les mouvements révolutionnaires. à coup de LSD? Non? De bien des façons. Ils ont bien des cordes à leur arc. OK, mais ça, tu vois, ça, c'est... En tout cas, pour moi, c'est leur implication, en tout cas, du docteur Penfield. Et tu pourrais dire aussi un mot pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est à qui Mario Bachand?
Alors, François-Mario Belchamp, c'était un de mes compagnons du premier FLQ, qui a été fondé. Le premier FLQ a été fondé en 1963. J'en étais. J'avais 17 ans quand on l'a fondé. J'aurais pu être envoyé chez les mineurs quand on m'a arrêté, en tout cas. Et puis, Mario François Belchamp, c'était un artiste. Fréquentait Claude Gauvreau, fréquentait le milieu intellectuel d'époque. On rencontrait Gaston Miron, puis tout ça de la bande de chez Henri Tranquille. Et puis, Mario Belchamp était pas mal de gauche. Il assistait à des réunions de l'Université ouvrière. Et puis, il a participé avec moi à l'opération Westmount du FLQ. Opération qui a été tellement discréditée. On n'a jamais souligné qu'avant que les bombes n'explosent dans les boîtes postales, je le sais parce que je l'ai fait moi-même, j'ai fait 2 appels cette nuit-là pour avertir les autorités que les bombes allaient sauter à telle heure, afin qu'il n'y ait pas de victimes. D'ailleurs, la victime qu'il y a eu là-dedans, c'est un militaire qui faisait sa job, risquait sa vie comme moi j'avais risqué la mienne en posant mes gestes pour l'indépendance. Tu sais. On est en guerre. Moi, je suis un soldat, puis lui, c'est un soldat. Fait que, voilà. Moi, j'ai jamais regretté, je n'ai eu de remords, puis je ne ferai pas d'acte de contrition. Non, merci. Et Mario Belchamp, qu'est-ce qu'il faisait à Paris? Alors, Mario Belchamp s'était exilé à Paris à la suite de l'opération McGill français. Il avait organisé à Montréal en 1960. 3, 4 peut-être? 63, 64? 65 à peu près? 68, 67, 68, 68. En tout cas, il avait organisé une manifestation monstre, c'était au moins 10 000, pour réclamer que l'université McGill devienne française. Et puis, il y avait eu beaucoup, beaucoup de casses. La police avait infiltré, évidemment. Et puis, il y a eu des menaces, il y a eu tout ça. Puis, après ça, c'est exilé à Paris. Et puis, il a décidé d'aller faire de la promotion de l'idéal indépendantiste du Québec à partir de Paris. Et c'est là qu'il a été assassiné par des gens qui voulaient sa peau. Ils l'ont assassiné de 3 balles. Je connais leur nom. À Paris, oui. C'est... la fille l'a avoué à quelqu'un que je connais très bien. Et pourquoi il l'a fait? Ben, le type en question, qui a été membre d'une cellule du FLQ, qui a œuvré au Moyen-Orient, le type en question a comme par hasard eu une certaine complicité de la gendarmerie royale et des services secrets pour ses passeports et tout ça, parce qu'il a fait des allées et venues. Michael McLaughlin l'explique beaucoup dans son ouvrage. Et puis, ses recherches sont très sérieuses, bien que certains n'ont pas pris au sérieux, mais c'est parce que quand tu révèles des choses qui ne sont pas officielles, il y en a toujours pour dire, ben voyons donc, c'est pas dans le rapport d'enquête, c'est pas dans le rapport de police, mais les vraies affaires dans la vraie vie ne sont pas dans les rapports de police, ça se passe en dessous. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est un aveu peut-être que on pourrait ne jamais apprendre ce qui s'est vraiment passé dans le sens autopsie ou pas. Pour Daniel Johnson, moi j'avais eu une confidence d'une jeune femme que je connaissais et que j'avais eu des relations avec elle dans un bar. Elle était barmaid dans un bar à Montréal. Et puis elle fréquentait l'Union nationale, le Club Renaissance, où se tenaient tous les hauts gradés de l'Union nationale. Et puis elle connaissait Daniel Johnson, puis elle connaissait Maurice Johnson, son frère d'ailleurs, qui a confirmé son existence à quelqu'un que je connais. Alors cette personne-là, Jacqueline Bourgeois, elle m'a juré qu'elle était là
à la Manic pour l'inauguration du barrage. C'est ce qui a été le début de toute l'affaire pour vous. Et du doute, là. qu'elle avait été malade comme un chien, après avoir pris un dernier verre avec Daniel, et que lui, quand elle s'est réveillée, il était mort. Et puis elle, on l'a sorti de Manic par un avion privé, puis on dit, toi là, si jamais tu parles de ça, t'es morte. Voilà. Alors ça n'a jamais été contredit. J'ai pas de preuves. Je ne la trouve plus. Ça, moi, je l'ai rencontré, cette personne-là. J'étais jeune journaliste, là. Et Ah, puis- déjà? Ouais. Ah oui. Je travaillais aux affaires judiciaires. Je couvrais le palais de justice à Montréal. Puis je n'ai pas eu. J'en avais parlé à un gars du Montreal Star. On disait on devrait enquêter là-dessus. Puis finalement, quand tu es journaliste dans le quotidien, ça te rattrape vite, vite. Puis il faut que tu couvres la nouvelle du jour. Puis tu n'as pas le temps. Moi, c'est quand j'ai pris ma retraite que j'ai vraiment pu me consacrer à ça. Parce que ça m'avait hanté toute ma vie. Puis les documents qui pourraient témoigner de l'existence ou pas d'une autopsie, puis de Effectivement. certaines rencontres, de certaines choses marquées à l'horreur de certains gens dans l'entourage. Il y a des Gaston ministres, Deschênes, des éditions du Septentrion, qui a travaillé 40 ans, 30-40 ans à l'Assemblée nationale, et dont les services de l'Assemblée nationale, des archives nationales m'ont dit qu'il n'avait jamais vu de rapport d'autopsie. Lui, il en a sorti un de son chapeau. Je ne sais pas où il l'a trouvé, parce que moi, je n'ai fait des recherches. Mais en tout cas, supposons que c'est vrai, parce qu'il nomme des noms, puis des témoins, puis tout ça. Moi, je ne doute pas qu'il y en a eu une autopsie après avoir lu ce qu'il a écrit. Mais, est-ce qu'il y a eu une analyse toxicologique? C'est ça qui est important. Ça. Puis pour revenir au frère Johnson, moi j'ai écrit à plusieurs reprises à Pierre Bach, que j'avais entrevu au PQ quand il s'est présenté à l'époque. Jamais eu de réponse. À un moment donné, à Saint-Ours, le Mouvement national des Québécois, Mouvement pour un Québec souverain, organise, comme tous les ans au mois d'octobre, organise un souper des patriotes. Et puis, en l'honneur, cette fois-là, de Daniel Johnson, égalité ou indépendance. Ils invitent comme orateur Antonio Flamand. Et puis moi, ils me remettent le prix Omer Héroux, un ancien directeur du Devoir, pour ce que j'avais publié sur Daniel Johnson dans des revues. dans le Et cadre de vos puis, activités les journalistiques. frères Johnson avaient été évidemment invités parce que c'était une cérémonie en hommage à leur père. Et jamais ils n'ont répondu. Parce qu'Antonio Flamand, qui était de l'Union nationale, c'était un indépendantiste. Et d'ailleurs, quand ils l'ont vu, il y a eu une cérémonie au cimetière à Saint-Pie de Bagot. Quand ils ont vu Antonio Flamand, ils n'étaient pas contents. Je vais vous dire ça, moi. Il y avait déjà la fracture idéologique. Fait que c'est ça. Alors, dans ce livre-là, il y a plusieurs, comme disait mon éditeur Pierre-Louis, il y a plusieurs anecdotes, mais il y a aussi beaucoup de références. Il y a des faits incontestables. Il y a des recherches qui m'ont pris 12 années au moins de travail. Et puis, des noms, je nomme des noms, je nomme des dates, je donne des citations et je défie n'importe qui de me contredire. Ce que j'ai cru comprendre aussi, Pierre-Louis, tu es allé valider en quelque sorte les assertions de Pierre dans son livre. Tu as fait des recherches pour vérifier que ce qui était énoncé était vérifiable. Oui, en fait, c'est le travail de l'éditeur de vérifier les faits qui sont allégués. Quant aux conclusions, évidemment, ça appartient à l'auteur. Mais il y a des faits là-dedans qui sont allégués, il y a des témoignages qui ont été reçus, il y a des références, il y a également une bibliographie assez considérable, qui est une bibliographie autant gouvernementale que privée, qui appuie les propositions faites de Pierre. Ces conclusions lui appartiennent, c'est évident, mais elles sont
à ce point-ci, ils sont, enfin, on n'a pas vu de contradiction valable, de contradiction officielle, surtout enfin, toute la problématique qui est exploitée par Pierre sur l'orientation politique de Daniel Johnson, qui s'apprêtait à lancer une élection anticipée sur le principe de la République, ou enfin, il semblerait que c'était ça qui était son projet, qui allait rencontrer De Gaulle 2 ou 3 semaines après la date de son décès, dans un contexte où il avait sur lui toute la pression et tout le poids de l'Empire des Marais, surtout. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est un fait indéniable. C'est un fait indéniable. Ça démontre aussi une autre chose. C'est qu'à l'époque, ce pouvoir-là était très actif et contre ce pouvoir-là, il y avait peu de moyens des partis ou des organisations qui cherchaient ou qui voulaient promouvoir l'idée d'indépendance ou qui militaient pour l'indépendance. Le RN et puis la naissance du Parti québécois s'est fait dans ce contexte-là. Pierre explique d'ailleurs dans son livre toute la démarche qui a suivi ça, y compris l'élaboration de la fameuse question du premier référendum. Là-dessus, je vais laisser Pierre en parler, parce qu'il en parle dans son livre aussi, quand Pierre dit que ce n'est pas qu'une question d'anecdote sur le décès et le parcours de Daniel Johnson. Il a parfaitement raison. C'est toute cette période-là, y compris les tenants et aboutissants, c'est-à-dire de 1960 à 1980, dont c'est question dans ce livre-là. Ben, là, vous faites sans doute référence à Claude Morin, le ministre des Affaires intergouvernementales, Ouais. qui est le stratège principal du fameux libellé de la question de 1980, qui était... Même les indépendantistes avaient du mal à la comprendre. Ouais. Je veux dire, c'était inimaginable comment c'était embirlificoté. Ah oui, c'était fait pour mêler le monde. Et ce qu'on a appris pas tellement longtemps après, puisqu'il a achevé d'une certaine manière de discréditer à la fois le Parti québécois et les défenseurs de l'indépendance nationale, c'est que Claude Morin était payé par la gendarmerie royale depuis des années. Pas seulement. Claude Morin a été recruté par la CIA sur les bancs d'université. Et ça, je l'explique. Et je dis comment, par qui. Parce qu'à cette époque-là, là, on remonte aux années 50 quelques, là. La CIA recrutait sur tous les campus universitaires, aux États-Unis, au Canada, au Québec, et pour combattre le communisme. Juste avant la montée du mouvement souverainiste. Et Claude Morin a été recruté dès cette époque-là. Ils sont échangés, CIA, Service secret canadien, et on parle beaucoup de la GRC, mais jamais, et faites bien attention à ça, les services secrets de l'armée canadienne. C'est tellement discret que personne n'en parle jamais. Mais je peux vous dire que c'est très, très, très efficace. Eux autres, ils en savent plus que la GRC. Moi, j'ai une Approche-toi, question. Pierre, peut-être du micro, pour qu'on t'entende bien. Est-ce que tu peux te présenter, Pierre, en même temps, peut-être? Donc, Pierre Berthelot, historien, auteur de Duplessis est encore en vie. Merci, M. Schneider, pour votre livre. J'ai très hâte de lire le fruit de vos recherches. Je m'intéresse aussi beaucoup à Daniel Johnson. C'est un premier ministre qu'on a tendance à oublier un peu dans le récit québécois, en particulier celui de la Révolution tranquille. Daniel Johnson qui, à partir du moment où il est devenu... on va mettre mon masque quand même. À partir du moment où il est devenu premier chef de l'Union nationale, beaucoup de gens qui croyaient qu'il allait revenir à l'ancien état des choses de l'époque de Duplessis et qui finalement a eu le mérite de sauver la Révolution tranquille. Et donc, ma question, en fait, c'est que vous soulignez que Daniel Johnson avait pour projet donc de soumettre par référendum la question aux Québécois pour accéder à l'indépendance. Non, c'est pas ça. Non? Non. Le projet de Daniel Johnson, qui était un homme très, très rusé, qui était un homme politique dans le sens le plus noble du terme, et qui avait des stratégies
pensé longtemps d'avance parce que son père était un républicain et il avait appris à la bonne école. Le projet de Daniel Johnson, c'était d'aller à la conférence fédérale provinciale à Ottawa et de dire, messieurs les premiers ministres, le Québec veut que le Canada devienne une république sine qua non. Daniel Johnson savait que le Canada dirait no way. Alors, son programme, son idée à ce moment-là, d'après mes recherches, c'est qu'il revenait au Québec et puis qu'il déclenchait une élection référendaire sur le statut d'une république québécoise. Et la veille, l'avant-veille de sa mort, il a rassemblé ses troupes et il a dit à Jean-Jacques Bertrand, Paul Dauzois et l'autre économiste là, de l'Union nationale, très puissant. En tout cas, il leur a dit on s'en va là. En tout cas, il leur a dit on s'en va là. Et si ça ne fait pas votre affaire, parce que vous êtes plutôt de tendance fédéraliste, la porte est là. Moi, j'ai des témoins de ça. Et tu dis que le père de Daniel Johnson est un républicain. Ah oui, le père de Daniel Johnson, il y avait des photos chez lui de. Comment ça s'appelle Valera, là Edmond Valera. Edmond Valera, dont quelqu'un parlait tout à l'heure, là. Et puis, il a éduqué Daniel dans l'idéologie des vertus de la République. Et contre la monarchie pour les Irlandais républicains, c'est de la merde. Fait que Daniel Johnson a été élevé là-dedans. Pour lui, la monarchie, là, il n'en voulait pas. Bien sûr. Et puis quand il y a eu, en 82, le fameux rapatriement de la Constitution, il y avait quand même des fédéralistes canadiens qui évoquaient la possibilité de se débarrasser de la monarchie constitutionnelle. Oui. Je veux dire, c'était pas l'idée la plus répandue, mais il y en avait quelques-uns qui disaient, puisqu'on a l'occasion de réformer, débarrassons-nous de ça. Mm-hmm. Et là, pour des raisons politiques, pour des raisons symboliques, ils ont renoncé à ne plus faire allégeance Ils n'étaient pas sérieux. à la couronne britannique. Ils n'étaient pas sérieux. Ben voilà. Comme Moi, tous nos élus, moi je soutiens ça depuis des années, tous nos élus devraient refuser de prêter absolument. serment à la reine s'ils étaient conséquents avec Bien sûr. eux-mêmes. Ben c'est sûr. Ça devrait être le premier geste politique qu'un député. Alors j'arrive pas à comprendre après quand même 40 ans de réflexion, Pierre, j'arrive pas à comprendre que élection après élection, il n'y en a pas un qui dit non, moi je vais pas là. Je ne prête pas Non, allégeance moi à la non reine plus. d'Angleterre. J'arrive pas à comprendre qu'il n'y en a jamais eu un. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé être élu député un jour, pour faire poser ce geste. Juste un geste de beauté, d'indépendance. Et je connais un avocat qui a été président d'un mouvement nationaliste célèbre au Québec, qui devait se présenter pour le Bloc. Je ne sais pas s'il a été écarté ou ce qui est arrivé, si ça s'est su, mais lui, son projet, c'était ça. Il dit, moi, Pierre, il m'a juré qu'une fois élu, le premier geste qu'il poserait, ça serait de refuser la sermentation. Ouais. La question est très, très pertinente. Ce qui arrive, si tu refuses comme député de faire allégeance, là, et de faire l'allégeance publique, pas comme certains à la dernière élection provinciale dans la salle de bain, là, mais devant Ouais. le public. Là, tu Si fais tu référence au député du Québec, de Québec solidaire. Moi j'ai pas nommé, D'accord. j'ai nommé personne, mais si tu refuses de le faire, et la Constitution canadienne, qui d'ailleurs porte sur la législature du Québec par incidence, disqualifie automatiquement. Mhm. Alors, ce que l'on voudrait, ce qui serait passablement acceptable, une bonne partie de la population, c'est que ces députés-là mettent leur situation en jeu, disant non, nous, on ne va pas
faire ce serment, parce que c'est un serment, en fait, d'allégeance qui est totalement futile, puisqu'il n'y a personne de la royauté qui domine, sauf symboliquement. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'un député ou qu'une députation d'un parti décide de ne pas faire et de voir ce qui arriverait. Est-ce qu'il serait expulsé de la Chambre comme la loi semble prévoir, ou s'il y aurait un accommodement qui disait, bon, on a assez fait maintenant, on comprend la situation, les temps ont changé, ça sera facultatif. Ceux qui veulent le faire le feront, ceux qui ne le veulent pas ne le feront pas. Ben, Malheureusement, s'il y en a un qui avait le guts de faire ça, il n'y aurait pas sa paye au bout de la semaine ou du mois. et c'est ça. d'autant plus surprenant que l'idée, elle est hyper simple. C'est une idée d'une simplicité enfantine et qui trouverait au sein de la population en général un écho tout à fait favorable parce que les Québécois, par rapport à la monarchie constitutionnelle, ils ont une indifférence Ben ouais. totale. Je pense que Mais- j'en parle dans mon livre. En Irlande républicaine, il y a un député, un nommé O'Neill, qui a refusé de prêter serment. Ils ont dit non, t'es plus député, t'as pas le droit de siéger. Ton élection n'est pas bonne. Alors, il est retourné, il y a eu une autre élection, il s'est représenté, il a été réélu. Bien sûr. Là, ils ont dit wow, que peut-on faire devant cette volonté inébranlable qu'on n'a pas ici au Québec? Ça pourrait commencer par les peuples autochtones. Je pense qu'il y a déjà un élu autochtone qui avait refusé de Ouais, ça, prêter serment. je Ils n'ont dirais. jamais prêté serment à rien, eux autres, les autochtones. C'est vrai? Ça pourrait commencer par ça. Il n'y a pas de député, hein? Non. Ben, ils ont eu un Ben, député. au puis- Oui, Comment? il y a Il y a la une autochtone, dame, là, là, celle qui a démissionné du cabinet Trudeau. oui, C'est dans les prairies, ça. Elle a prêté serment, sûrement. elle a prêté serment. Il y a une députée au niveau fédéral provincial qui représente le nord du Québec. Non. Ben, il y a eu Roméo Saganache du NPD, que lui a probablement. Ils ont tous prêté Ah serment. Ouais. Et il y avait un député Du Parti québécois. autochtone en Abitibi, je pense, qui lui aussi a prêté serment. Mais- Oui, mais le bout de la marde, c'est qu'une autochtone accepte le poste de gouverneur général. Ouais. Ça, que nos élites inféodées, que nos édiles inféodés se soient livrés à une mascarade pareille, on est comme habitués. Mais c'est la trame de Mais- notre histoire. Hein? Ouais, mais qu'un autochtone, moi je suis tombé en bas de ma chaise, je dis, ils peuvent pas être aussi colonisés que nous quand même. Il faut dire que c'est une autochtone métissée. Ouais, Avec et une ça, britannique. Hein? Ouais. Bon, alors, peut-être qu'elle a pris son côté britannique là, pour le faire. ouais, c'est ça que les métis, des fois, sont dans une sacrée position un peu difficile concernant leur double leur double origine, si je peux dire. Est-ce que d'autres questions? Ben, je parle mon commentaire. Vas-y, approche-toi, François. Tout simplement un commentaire. Je pense que c'est la force de votre ouvrage, c'est de remettre ces événements-là bien au-delà de la simple anecdote ou de l'histoire, c'est de l'insérer dans une trame historique. Mhm. C'est là qu'on fait le pont avec plein d'autres enjeux historiques ou d'autres événements, comme tu sais, ça peut frapper quand on mentionne la CIA, Le la contexte GRC, tout géopolitique. ça. Oh, là, on est en 2021, puis là, ça frappe, on se dit, ben voyons. Mais quand on le remet à l'époque, puis tout ce que la CIA faisait dans d'autres pays, En puis Amérique bien, latine. là, ça prend, ça prend une pertinence. Mhm. On se dit, bien sûr, il ne devait pas se limiter à... tu sais, s'il y avait quelque chose à faire ici, certainement qu'il ne se gênait pas de le faire aussi. Alors, vous avez mentionné tantôt, dans votre allocution, un autre livre sur le même sujet qui avait été un autre ouvrage. Vous n'avez pas mentionné un autre auteur qui corroborait... ben, je regarderai la diffusion. Ah, j'ai parlé pour Bachand. J'ai parlé des recherches de Michael McClarty. C'est ça, Son livre a été publié en anglais, Last Stop in Paris. Et donc, lui, ce qu'il avait fouillé confirmait certaines choses que vous mentionnez. Ben, il Lui, l'avait confirmait publié sur que quoi? Bachand, lui, il disait que, moi j'ai confirmé certaines affaires de ce livre-là, OK. que lui, il disait que Bachand avait été assassiné par les services secrets canadiens. OK.
Ok, c'est le sur monsieur, ordre de Jean-Pierre Goyer. c'est le monsieur de Paris. Moi, j'ai tantôt, là, su qui pour était, ma part que Jean-Pierre Goyer, quand Bachan était assassiné, il était à Paris, puis il a dansé sur une table à l'ambassade du Canada. Ça, c'est danser sur les tables à l'ambassade du Canada. Il devait être tard. Ben, écoutez, je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question, évidemment. J'invite les gens qui regardent ce Facebook-là à se procurer le livre, Tout à fait. hein, qui est disponible dans un bon paquet de librairies, Oui, oui. dont la nôtre, l'atelier librairie, Ben oui. le livre voyageur. Mais moi, je tiens à remercier Bruno Pierre-Louis, je m'assois. pour son accueil. Fabienne aussi, il ne faut pas oublier Fabienne. Et Fabienne, de nous accueillir aussi chaleureusement, puis nous donner la chance de nous exprimer et de faire plaisir à plusieurs de nos lecteurs, là, à qui j'ai pu signer des dédicaces. Merci beaucoup, Bruno. Ben, merci à tous et merci d'avoir écouté ce Facebook en direct. Et à bientôt pour de nouvelles activités. Merci et bonne soirée à tous.